Alors, j'ai pris aussi, je me suis fait plaisir à regarder les collections, très bien documentées sur le site du Musée d'Art moderne. Donc, j'ai fait mon marché. Et j'ai pris Dan Graham. J'avais à l'université aussi travaillé sur la figure de Dan Graham. Et on en discutait à l'instant, en se disant que finalement, aujourd'hui, il n'était pas si montré que ça en France. Il a été peut-être plus présent. Il a eu une exposition, c'était en 2001, une exposition monographique Mm. avec des pièces très différentes. Oui, en fait, c'était une exposition qu'on avait repris, donc on ne l'avait pas conçue. Et on avait traduit l'ouvrage qui était vraiment une espèce de somme de tout ce qu'il avait pu réaliser. Donc dans l'exposition, il y avait principalement des espaces architecturaux qui jouent aussi sur la caméra qui filme, le temps de réaction. Donc voilà, c'est Le cette délai. espèce de temps différé qui fait que on s'interroge sur notre place, et aujourd'hui, je pense que ça aurait une résonance bien différente puisqu'on est effectivement peut-être plus habitué à être filmé grâce à tout ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi l'impression d'être surveillé. Et ça faisait partie de sa démarche aussi d'interroger ces moments-là. Et aussi, il avait projeté un film, moi, qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait Rock My Religion, et qui était une espèce comme ça, de regard sur le rock et comment c'était devenu un lieu d'expression, mais aussi de folie, de démesure peut-être, avec des références aussi aux quakers qui dansent en rond. Enfin, il y avait vraiment énormément de sources dans ce film qui était brillantissime. Et en effet, ça fait partie de ces artistes dont on revoit les œuvres aujourd'hui autrement. Je pense aussi à Peter Campus, pas très loin, Oui, au jeu de paume, et qui avait, dans cette relation à la caméra, au délai, à la surveillance, qui anticipait évidemment. énormément ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je voulais aussi évoquer, et là, vous avez travaillé avec Suzanne Paget, je crois, à accompagner Annette Messager Oui. à la Biennale de Venise. On ne peut pas parler ensemble sans évoquer la Biennale. Non, alors Suzanne Paget, effectivement, avait été invitée à être commissaire du pavillon français en 2005. Et en fait, c'est Annette Messager qui avait été choisie. Elle avait demandé à Suzanne Paget d'être la commissaire. Donc moi, j'avais participé à ce travail de grande ambition pour Annette, qui à l'époque avait vraiment déployé un projet tout à fait inscrit dans l'histoire de Venise à travers Pinocchio, une figure bien sûr historique qu'elle avait imaginée comme un personnage vraiment fait plutôt de chair finalement, et qu'elle avait activé dans chacune des pièces du pavillon. Ce qui était vraiment intéressant aussi, c'était de travailler dans un lieu. La Venise, c'est compliqué, on ne peut même pas acheter un clou sans que ça coûte très cher, donc il fallait anticiper énormément tout le travail. Et ça avait nécessité de passer 15 jours sur place pour monter l'exposition, donc avec une proximité avec l'artiste, avec toutes les personnes, qui est assez inhabituelle pour nous qui rentrons chez nous le soir quand on travaille au Musée d'Art moderne. Donc on n'avait pas cette immersion qu'elle avait générée, et cette œuvre avait eu tellement de succès qu'elle avait été couronnée d'un prix, donc c'était formidable pour l'artiste, et qui avait vraiment aussi un, induit dans son travail des techniques qu'elle n'utilisait pas d'habitude. Donc il y avait beaucoup d'innovation. Et c'est formidable quand un artiste est invité et qu'il ne reste pas dans sa zone de confort, mais qu'il sort avec des questions qui vont voilà, rejoindre à la fois les préoccupations. Donc elle s'était intéressée à la robotique, à des éléments qui étaient nouveaux pour elle, mais qui montraient aussi une capacité à se renouveler. Intéressant quand vous mentionnez le fait qu'on ne peut à peine acheter un clou, on peut encore moins en planter dans les palais. Et souvent, c'est le drame des artistes C'est vrai. qui ne savent pas comment Oui, oui, c'est accrocher vrai, c'est leurs vrai. œuvres. Mm. Alors, on a évoqué tout à l'heure Dan Flavin. Il y a eu aussi une grande exposition dédiée monographique à Dan Flavin ici, hein, Oui, qui absolument. d'ailleurs n'est pas sans poser la question, on l'évoquait tout à l'heure au début, de la pérennité des œuvres et aussi de leur restauration, puisque c'est essentiellement à filament, à néon, Ouais, toutes ces techniques ayant disparu. On n'est pas dans des questions de technologie, là, on est simplement sur des questions de matériel. d'objets, Ouais, hein, d'objets qui ont disparu, comme le absolument. tube cathodique Oui, oui, de Nam Young Paik. c'est vrai. C'est comme aussi, on peut parler du film 16 mm que défend Citadine, dont nous avons plusieurs œuvres. C'est toujours des questions. Alors, il y a des artistes qui se mobilisent énormément pour que on continue à fabriquer, même si c'est de manière très, très réduite. Dan Flavin, il avait un studio qui a
aux États-Unis qui a œuvré pour que ce soit encore possible de montrer ses œuvres. Donc pour l'instant, le problème n'est pas comment dire, si prégnant. Nous ne possédons pas d'œuvre de Dan Flavin, malheureusement. Donc voilà, c'était bien qu'on en ait montré à plusieurs reprises, nous n'avons pas pu faire l'acquisition. Autre grande figure décédée très jeune, évidemment trop jeune, Kees Haring. Il y a une grosse exposition ici, et d'ailleurs qui n'était pas que ici. Alors, le 104 n'est pas une extension du musée d'art moderne, mais c'est aussi la ville de Paris d'ailleurs. Oui. Donc il y avait les grandes pièces qui étaient là-bas et tout un travail qui avait été fait autour de son travail. Même s'il est mort très jeune, il a beaucoup produit. Et ça, je sais que vous avez fait un travail de recherche. Alors, c'était une exposition effectivement qui était très ambitieuse pour le musée, puisque ce sont des œuvres qui valent très cher. Moi, j'avais connu Kees Haring quand j'ai commencé à travailler, et donc c'était vraiment un artiste qui m'avait beaucoup marqué. J'avais fait un projet avec lui en 1989, et lorsque on m'a proposé de travailler sur cette exposition, j'ai trouvé que c'était un beau retour sur ce que j'avais pu connaître de lui, parce que l'exposition, elle montrait vraiment son engagement politique. C'était l'axe que nous avions choisi avec le co-commissaire Dieter Burkhardt, qui lui connaissait bien les collectionneurs américains à qui on a pu demander des prêts. Et donc cet axe, il permettait d'aborder son œuvre moins de manière chronologique que de manière thématique, parce que Kees Haring, c'est quelqu'un qui a vraiment démocratisé l'accès à l'art, qui avait ce souci que les plus jeunes, les plus modestes puissent voir de l'art. Et donc il était extrêmement généreux, extrêmement soucieux de l'accès à son œuvre. Et il a abordé dans son travail, qui se faisait absolument tout le temps et n'importe quand et n'importe où, puisqu'il pouvait dessiner sur tout ce qui se présentait, une porte, un vêtement, un objet, bien sûr parfois des toiles quand même, des bâches, c'était surtout son support. Il avait réfléchi très sérieusement à être militant. Donc c'est quelqu'un qui a défendu la planète, qui a défendu la cause du sida, qui a combattu l'apartheid, qui s'est soucié aussi de la sexualité, bien sûr de défendre l'homosexualité. Bref, tous ces sujets qui étaient dans les années 80 des questions prégnantes. Il est mort du sida, et c'était aussi quelque chose qui l'a beaucoup affecté, de voir beaucoup de ses amis mourir. Donc tout ça montrait un artiste pas du tout faiseur d'argent, mais au contraire engagé dans la société, militant, soucieux des autres et du monde. Et ça, c'est parfois une image que les visiteurs n'ont pas d'un artiste. Donc c'était une autre façon aussi d'aborder et d'être justement, on parlait tout à l'heure de la société, et d'être vraiment en écho à des questions qui sont différentes en 2013 quand l'exposition a lieu, bien sûr. Mais on a fait venir beaucoup de jeunes, notamment des quartiers plus sensibles, dans l'exposition, en leur proposant des ateliers de hip-hop, des ateliers aussi où ils avaient des tablettes et ils pouvaient s'approprier les œuvres en faisant des collages, etc. Et ça a extrêmement bien fonctionné. Et le 104, qui était un lieu justement où on montrait des grandes installations ou des grandes œuvres, a aussi accueilli ces publics moins habitués au musée, plus peut-être impressionnés par la sacralisation que génère un espace comme le nôtre, mais plus accessible au 104. Donc cette collaboration, elle était aussi intéressante. Elle rendait compte de la personnalité même de Kees Haring. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi non plus des figures de l'art moderne contemporain et l'exposition, mais qu'on s'approche des œuvres, donc au plus près des artistes. Alors là, j'avais évidemment un choix énorme, donc j'en ai choisi plein, j'en ai enlevé un peu, et c'est toujours un peu trop restrictif, mais j'ai vu qu'il y avait deux pièces qui sont faites pour fonctionner ensemble, je crois, de John Cage. S'il est un artiste sonore, John Cage est le père fondateur des artistes sonores. Alors c'est une pièce que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, qui m'a surprise d'ailleurs. S'appelle 111 et 103. 111, c'est une pièce totalement lumineuse, de performance, c'est ça Alors c'est montré sous forme d'une projection vidéo, et donc c'est un jeu sur les lumières, sur les éclairages, sur les murs, où les murs on imagine, parce qu'en fait on ne voit pas, on sent juste des faisceaux qui balayent et qui vont accentuer les ombres mais tout est très subtil en fait. Et associé à ces visuels, on a donc une bande son
qu'il a réalisé et qui vient se superposer à l'image. Et donc c'est une pièce que nous avons dans la collection et qui est effectivement très importante. John Cage, c'est un artiste important pour l'histoire de l'art aussi, contemporaine bien sûr, parce que des artistes comme Philippe Parreno lui rendent hommage, mais aussi voilà, il a pu être produit, des pièces ont été jouées ici, dans notre auditorium. C'est un artiste qui est une référence pour Andy Warhol, pour énormément de personnes, qu'on a pu montrer même à plusieurs reprises au Musée d'Art moderne. Et je trouve à la revoir aujourd'hui, hein, elle date de 92, elle est résolument contemporaine quand on pense aux performeurs audiovisuels, aux performeurs de lumière en centre d'art. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui utilisent la lumière justement en mode performatif et là il était déjà évidemment, encore une fois, très avant-gardiste.